ce nouvel épisode de 320 un domaine, nous avons rendez-vous avec le domaine Francis Beck et Fils. Situé à Epfig, le domaine exploite actuellement une dizaine d'hectares de vignes et revendique les lieux-dits tels que le Hertenstein et le Fronels. Pour cette rencontre, c'est Julien qui nous servira de guide. Il nous présente brièvement les 3 vins et dans la foulée, nous débutons la dégustation avec un crément rosé. C'est vrai que c'est un exercice toujours assez compliqué de choisir 3 vins quand on a une gamme d'une presque trentaine de vins différents. Donc c'est toujours un crève-cœur de choisir. Donc j'ai eu à cœur de vous présenter un crément. Donc on a une gamme de 5 créments différents. Donc là j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter le crément rosé. Donc, qui est un crément constitué à 100% de pinot noir, ce qui permet justement de lui apporter du gras, de la complexité, de la structure, et on a vraiment le côté petit fruit rouge qu'on retrouvera dans ce crément-là, qui est sympathique et qui est justement de saison avec les beaux jours qui arrivent. Après, le deuxième vin que j'ai choisi de vous présenter, c'est ma création. C'est justement en étant revenu de mes études de Bourgogne, j'avais à cœur de faire du vin élevé en fût de chêne. Et donc, plutôt que de partir sur un monocépage, j'ai choisi de sélectionner sur les meilleurs terroirs du village, les meilleures parcelles, et de l'élever 2 ans en barrique. Et on a appelé cette cuvée Trésor de la vigne. Voilà. Et donc pour terminer, je termine par la première année où on a réussi justement à faire au domaine un Riesling en sélection de Grenoble. Donc c'était sur le millésime 2015, sur notre lieu-dit. Donc qu'on retrouve dans la presse depuis, qu'on retrouve déjà dans les écrits depuis 1312. Et donc c'est un terroir, c'est le Hertenstein, donc qui veut dire pierre dure en traduction littérale, parce qu'on retrouve justement des galets roulés en profondeur, et c'est un terroir à dominante sablonneux caillouteux, et on retrouve une couche d'argile en profondeur. Donc cette couche d'argile va permettre justement de préserver la vigne et toujours d'avoir un peu d'humidité, même quand il y a en cas de forte chaleur, et de justement ramener de la structure au vin. Voilà. Bon, bah, on commence. On commence. Voilà. Donc au niveau des créments, au domaine, on en fait depuis 1986. Et donc au fur et à mesure de l'évolution du domaine, on a créé une gamme de créments assez complète. Donc on a justement un crément classique et à base de pinot blanc, auxerrois et chardonnay. On a un crément 100% Riesling. On a un crément demi-sec pour les amateurs de bulles plus sucrées ou pour en dessert ou même pour ceux qui aiment le consommer en mode ice. Ice, ouais. Et donc là, on a créé aussi un crément rosé donc qui est 100% pinot noir. Donc on va justement déguster là. Et on a bien sûr aussi le crément émotion, donc qui est un crément qui est plus travaillé sur la structure et le côté évolué. Donc il y a un assemblage de chardonnay pinot noir avec une sélection des premières presses. Et donc du coup on a un élevage beaucoup plus long. Donc on est sur quasiment 4 ans d'élevage et donc du coup ça donne un crément très gras. Voilà. Donc on va commencer. Donc voilà, donc déjà on l'a déjà entendu quand on l'a ouvert. Le premier sens qui se met en éveil quand on ouvre la bouteille, déjà on ouvre la bouteille et après on entend le gaz carbonique, donc qui est issu de la deuxième fermentation en bouteille. Donc on a une bulle assez fine, légère, qui monte doucement, et une belle couleur rose. Une belle couleur rose. Donc quand on le met au nez, ce qui est tout de suite assez marquant, c'est ces notes de petits fruits rouges, typiques du cépage justement, donc du pinot noir. Donc on a ce côté fraise, framboise, côté cerise. Le crément, c'est quelque chose que vous avez toujours fait au sein du domaine ou c'est quelque chose de relativement récent? En fait, mon père a démarré en 1986, donc c'était à peine 10 ans après l'élaboration. Donc c'est vrai que les premières commercialisations se sont faites en 88 parce qu'il y a un an d'élevage en bouteille. Une fois que le raisin est récolté, il y a la deuxième fermentation en bouteille et après il faut attendre un an. Et donc du coup les premières ventes se sont faites en 88 et c'est quelque chose qui au fil du temps a vraiment pris de l'ampleur. Et c'est pour ça justement, pour correspondre au goût de chacun, on a décidé d'en faire
plusieurs pour avoir une gamme complète. Donc aussi bien le rosé justement qui est un vin sympathique parce que le pinot noir va vraiment lui ramener ce gras, cette densité, un crément 100% Riesling qui va lui ramener plus de fraîcheur et puis justement l'émotion qui est plus gras, plus brioché et plus ce côté évolutif avec ce côté noisette du chardonnay quoi. Okay. Ça permet vraiment d'avoir une gamme complète. Et pour les amateurs de bulles douces, il y a le demi-sec. Et donc là j'ai choisi justement de vous présenter le pinot noir. Donc c'était l'avant-dernier avant de faire l'émotion. Et donc là on va justement le mettre en bouche. On retrouve bien une attaque fraîche, beaucoup de fruits, très désaltérant, ouais. Et désaltérants, et donc du coup on a ces bulles qui viennent bien ramener le côté frais. Tout à fait. Voilà, parce que là en plus on le goûte pas trop froid, donc ça permet vraiment de mieux sentir les arômes. Donc des fois c'est vrai qu'on a des fois tendance à le goûter trop froid, et donc du coup l'aromatique est souvent moins expressive. Moins expressif, ouais. Voilà, donc c'est un crément qu'on peut très bien prendre à l'apéritif ou même au cours d'un repas, avec pourquoi pas avec des grillades aussi, comme un rosé en vin tranquille, ou alors même pourquoi pas sur un dessert acidulé avec de la fraise. Julien est la deuxième génération de vignerons à mettre sa production en bouteille. Le grand-père de Julien était plus agriculteur et ce n'est qu'avec l'arrivée du père que cela change. L'arrivée de Julien sur le domaine en 2004 marque un changement profond, avec une volonté de mettre plus en valeur les terroirs et surtout en s'adaptant au matériel végétal pour obtenir plus de structure et de complexité. Le deuxième vin proposé est typiquement le fruit de tous ces efforts. Julien nous propose Trésor de la vigne, un vin élevé en barrique. Donc le deuxième vin que je vais présenter, c'est donc ma création lors de la venue sur le domaine. Donc c'est une sélection que j'ai faite sur les meilleurs terroirs du village et le vin est élevé 2 ans en barrique de chêne. Donc au domaine on produit justement, j'aimais bien en Bourgogne justement leurs élevages en fût de chêne, et donc c'est pour ça qu'en revenant de Bourgogne j'avais à cœur de faire un blanc et un rouge. Donc j'ai fait un pinot noir élevé en fût de chêne. Et donc au tout départ, j'ai commencé par cet assemblage, donc il y a une sélection sur le meilleur terroir du village, plutôt que de partir sur un monocépage. Donc ça permet justement d'avoir un vin beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant au niveau de la structure. C'est ce que l'assemblage ramène par rapport à un monocépage. Et entre-temps, du coup, j'ai eu aussi envie de faire un pinot gris élevé en barrique, donc qui est aussi sympathique, qui est un vin tout aussi élégant. Voilà. Donc c'est les barriques qu'on a vues en bas. C'est les barriques qu'on a vues en bas tout à l'heure dans la cave. Et donc là on est sur le Trésor de la vigne du millésime 2014. Donc justement je trouve que les vins élevés en fût de chêne sont en général meilleurs quand ils ont un petit peu de repos en bouteille. Vu qu'il y a en plus 2 ans d'élevage en barrique, il a été mis en bouteille plus de 2 ans après la récolte, donc c'est vrai qu'il faut lui laisser le temps. Et là justement la structure permet justement au vin d'être mieux fondu. Le temps permet justement cela. Voilà, donc là quand on regarde le vin, la couleur elle est vraiment jaune très très intense. Donc ça c'est déjà c'est un signe de richesse déjà des raisins qui ont été récoltés à pleine maturité, suivi en plus de l'élevage en barrique qui permet justement d'avoir souvent des vins beaucoup plus denses en couleur. Donc au premier nez on se retrouve sur un nez très très complexe. On a vraiment un côté très très fruité avec des notes fumées. Donc on a aussi bien des notes de fruits divers, on a aussi bien des notes de fruits plutôt dans les types des agrumes, comme des fruits plutôt exotiques. Un côté de fruits jaunes aussi, pêche, abricot. Et tout ça bien soulevé par un côté fumé qui est justement ramené par l'élevage en fût de chêne.
justement quand on le secoue. Le deuxième nez encore plus expressif, donc ce qui nous laisse présager encore une bonne garde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a goûté justement le premier trésor de la vigne que j'ai fait en 2004, qui était encore très agréable à boire. Voilà, donc on va passer en bouche. Donc en bouche, on a une attaque assez souple, avec une structure assez intéressante. Donc on retrouve bien sûr le côté aromatique qu'on avait au nez, avec un côté un peu même vanillé, qu'on avait peut-être moins, qui était moins présent au nez. Et on retrouve justement ces saveurs et ces notes de fruits bien mûrs, avec une longueur assez intéressante. Et c'est vrai qu'on reste sur une finale pas trop riche, mais juste équilibrée. Et donc c'est un vin qui va très bien s'accompagner à l'apéritif, mais aussi avec un plateau de fromage. Donc souvent le problème des fromages, c'est qu'il faut presque un vin par fromage. Alors que celui-ci, n'étant pas trop doux, n'étant pas trop sec, il va bien se marier avec un plateau de fromage. Donc il va être bien sûr très top sur un comté, mais il supportera très bien un Munster, tout comme un fromage de chèvre. Pour toi, l'optimal sur ce genre de vin, c'est quoi à peu près, grosso modo? Je pense que là on y arrive quasiment. On va dire 6-7 ans donc. 6-7 ans, je dirais. Après, il est déjà sympa, il se déguste déjà très bien maintenant, mais dans 2-3 ans, il sera au top, je pense. Le domaine Francis Bec et Fils est un domaine très dynamique. Le domaine est à l'image de ses vins, un accueil simple et convivial, et pour ceux que cela intéresse, l'accueil peut être plus technique, comme les vins plus structurés et consistants qu'il propose. Le domaine Francis Bec et Fils est encore trop discret. Il est en phase d'évolution et de maturation, mais promis un bel avenir. Nous finissons cette découverte avec un Riesling Ertenstein en sélection de Grenoble. Comme toute bonne chose, il y a une fin malheureusement. Oui, voilà. Donc on va terminer justement par le Riesling en sélection de Grenoble. Donc c'est vrai que c'est un cépage qui est assez peu connu justement dans ce type de vinification ou de récolte. C'est vrai que le Riesling en général se déguste plutôt sec. Mais c'est vrai que les grands terroirs permettent justement aussi d'avoir une maturité optimale et de la structure aussi pour obtenir des belles vendanges tardives ou sélection de Grenoble. Et donc là on est sur le lieu-dit Ertenstein. Donc au domaine on a deux lieux-dits que nous revendiquons, donc à savoir le Frohnholz sur le Gewürztraminer et le Ertenstein sur le cépage de Riesling. Voilà. Et donc là on se retrouve sur un terroir sablonneux caillouteux, avec de l'argile en profondeur, et on retrouve des galets roulés dans le sous-sol, donc d'où son nom Ertenstein, qui veut dire pierre dure. Et donc nos ancêtres ne s'étaient pas trompés, parce qu'on le retrouve dans les écrits dès 1312. Voilà. Donc c'est un vin qui en général, avec ce type de terroir, on arrive sur un vin avec une belle minéralité en vin sec, et une belle structure et une longueur en bouche. Donc là on va le goûter justement en sélection de Grenoble pour voir justement ce que le terroir et le climat de cette année-là nous a apporté. Donc on a déjà une belle couleur jaune très dorée. Voilà, c'est plus que... Ouais. Voilà, avec des reflets bien brillants. Donc sur le premier nez, on est vraiment sur le côté citron confit, agrumes confits. Au deuxième nez, ça se complexifie. Le deuxième nez est un peu plus complexe. On arrive presque sur des notes exotiques. Un petit peu de bergamote. Ouais. De bergamote même, ouais. Et de l'ananas aussi, de l'ananas confit. Et c'est vrai que c'est un terroir justement qui est exposé plein sud. Et donc du coup là on sent bien la chaleur et le soleil, surtout en plus, d'autant plus sur ce millésime là qui était le millésime 2015, qui était une de ces
dernières années à canicule. Justement, on va faire une petite parenthèse sur ça. Pour obtenir une sélection de Grenoble et vendanges tardives, je suppose que tu fais pas ça tous les ans. Qu'est-ce qui te permet de pouvoir en faire? Bon, déjà sur ce terroir-là, on même vinifié traditionnellement. Je travaille déjà sur des rendements beaucoup plus faibles. On est à peu près aux alentours de 40 hectolitres à l'hectare sur le vin classique. Et donc après, c'est vrai que pour faire de la vendange tardive de la sélection de Grenoble, il faut avoir l'arrière-saison idéale. Certaines années, on peut attendre des mois sans obtenir ni de vendange tardive ni de sélection de Grenoble parce que le climat ne veut pas. Donc c'est vrai que si le temps est humide et qu'il pleut quasiment tous les 2 jours, ce sera compliqué d'obtenir une concentration. Mais certaines années, on a la chance d'avoir un climat sec avec un petit vent du nord qui va bien sécher le raisin, et c'est faisable en quelques semaines. D'ailleurs, celui-là, c'est la première sélection de Grenoble qu'on a fait au domaine, et on l'a vendangé le 30 septembre. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ce qui est assez rare pour obtenir une sélection de Grenoble. C'est quelque chose qui se pense aussi dès la taille, ou finalement on se laisse un peu porter aussi? En général, c'est vrai que dans certaines parcelles et certains cépages, si vraiment on a envie de faire de la vendange tardive, on va conduire la vigne dès la taille. Mais après, sur ce terroir-là, je cherche de toute manière déjà la concentration, même sur le vin lieu-dit. Donc comme on conduit déjà avec des rendements faibles, après c'est l'arrière-saison. Donc cette année-là, j'avais pas spécialement prévu de faire une sélection de Grenoble, je voulais faire de la vendange tardive. Donc voilà, il se trouve que la nature m'a donné la sélection de Grenoble et qu'on a eu une arrière-saison septembre assez sèche, qui a bien séché le raisin. Et donc je l'ai juste cherché avant la pluie. D'accord. Et donc du coup, voilà. Allez, découvrons. Donc comme je disais justement, le deuxième nez est beaucoup plus complexe et il s'ouvre davantage sur ce côté fruits exotiques. Donc on retrouve justement par cette typicité de ce terroir-là qui est exposé plein sud et justement le sol qui est sablonneux caillouteux qui va bien réverbérer la chaleur. Et c'est vrai que c'est un terroir où en général on comprend assez vite pourquoi il s'appelle Hertenstein, parce que quand il faut creuser un trou ou pour complanter ou quand il faut changer un piquet, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, et après c'est vrai que c'est un terroir où on va plutôt travailler le matin, parce que c'est vrai que l'après-midi en plein soleil, il fait très très chaud. Ouais. Voilà. On va le passer à la bouche. Donc on a une attaque assez souple et grasse, avec une structure bien présente tout au long de la bouche. Et on retrouve forcément du coup l'aromatique qu'on avait au nez avec ce côté citron confit, fruits exotiques confits. Et c'est vrai que le vin reste assez longtemps et en fin de bouche on reste pas sur une sensation de sucrosité qu'on peut des fois avoir sur certaines sélections de Grenoble. Donc c'est ce côté presque frais. Ouais. Et donc ce côté frais, on le retrouve par 2 choses. Déjà la signature du cépage, qui est le Riesling, donc qui permet toujours d'avoir une belle fraîcheur dans les vins, aussi bien qu'il soit vinifié en sec qu'en vin liquoreux. Et aussi bien sûr le terroir, qui ramène ce côté minéral. C'est vrai que là le côté minéral est encore très peu marqué. Je pense qu'il se sentira d'ici quelques années. Oui, parce que là, à l'échelle d'une sélection de Grenoble, c'est un bébé, quoi. C'est sûr. Et là, justement, par rapport au tout début, il commence vraiment à bien se fondre. Et je pense qu'il sera dans l'optimal d'ici quelques années. Et c'est vrai que l'avantage, justement, donc, de cette sélection de Grenoble, c'est vrai qu'on ne sent même pas les sucres. Voilà, parce qu'on est à plus de 140 grammes de sucre. Et en fait, on le sent quasiment pas. Donc ça, c'est un peu la force de ces sélections de Grenoble qui sont faites sur des grands terroirs. Voilà. D'ailleurs, justement, pour le Hertenstein, on espère éventuellement avoir une suite favorable pour l'appellation premier cru. Donc dans le village, on a le Fronol, justement, et le Hertenstein. Là je te ferai pas l'affront de te demander avec quoi on le boit, parce que finalement il se suffit à lui-même, quoi. Il se suffit à lui-même, mais il va très très bien se marier avec tout ce qui va être les desserts acidulés, ouais. Même si souvent la vendange tardive étant moins riche
sera peut-être plus digeste avec, mais il va très bien passer sur une tarte à la rhubarbe, une tarte au citron meringuée ou une tarte à la groseille. Voilà. Attention. Voilà. Tu vas être obligé d'en faire une. Voilà. Voilà. Ou sans rien. C'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de manger. On peut le boire, le déguster. En bonne compagnie, voilà. Le soir, et voilà, on n'est pas un bon moment. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Hein, parce que belle découverte. Hein, merci à toi, Pascal. Au plaisir. Chin, santé.